Alors, donc on va commencer. Je vais présenter le panel, donc panel écologie et opéraïsme. Alors, je présente les intervenants intervenantes. On va commencer avec Léna Ballot, qui est co-autrice de l'ouvrage Nous ne sommes pas seuls, dans la collection Anthropocène des éditions du Seuil, et qui est aujourd'hui animatrice d'une association dans le monde paysan. Le titre de son intervention, c'est Une enquête avec les naturalistes dans les luttes, une composition de lutte par la rencontre et des subjectivités du travail vivant. On continuera avec Alberto Manconi, qui est doctorant à l'Université de Lausanne et qui rédige une thèse au sujet de la subjectivation dans les mouvements pour la justice climatique, qui fait partie du collectif Euronomade et qui est actif auprès des travailleurs en lutte de l'ex-GKN. Son intervention portera sur la subjectivation écosophique et la pertinence politique de la pensée de Negri et de Guattari. Et ensuite, on écoutera Céline Marty, qui est docteur en philosophie et qui a publié 2 livres cette année issus de sa thèse, qui portent sur Gortz. Alors, Découvrir Gortz aux éditions sociales, et puis L'écologie libertaire d'André Gortz aux presses universitaires de France. Et son intervention porte le titre L'influence de l'opéraïsme sur André Gortz, du travail à l'écologie et au temps de vie. Je vous remercie et on les écoute maintenant. Je cède la parole à Léna. Merci. Ah oui. Merci. Merci aux organisateurs, organisatrices. Ça. D'abord, un mot sur ce dont je ne vais pas vous parler, parce que c'est ce qui m'amène à ce dont je vais vous parler. Si on peut concevoir des modes d'action politique qui s'articulent à des puissances et activités non humaines, donc si on peut concevoir ça comme des alliances interspécifiques, cela provoque des déplacements dans la composition de classes. Les puissances non humaines mises au travail pour le capitalisme doivent être incluses dans la composition technique, et alors l'aventure de subjectivation politique de ceux qui mènent ces alliances est différente de celle dont on a l'habitude. C'est l'une des 1000 raisons qui a fait mon intérêt pour la rencontre avec le collectif des naturalistes des terres. Depuis 2 ans, je mène une discussion avec quelques camarades de ce collectif, et donc je vais vous raconter ces échanges et essayer de voir comment ils affectent l'usage des concepts, notamment de composition technique et politique, pas tout à fait composition de classe, parce qu'on peut pas vraiment dire que les naturalistes c'est une classe. Mais... Et je vais vous parler un peu d'organisation civile du temps, mais finalement je vais pas parler de travail vivant comme je disais. Et donc la substance de cet exposé a été nourrie par cette discussion à plusieurs avec les camarades, et je les en remercie. Et donc, vu que je vais vous parler d'une lutte, mais de manière assez théorique, et je vais assez peu détailler la pratique, j'ai juste mis une sorte de série d'images qui pose un peu l'ambiance, enfin pour que vous ayez un peu une idée, une vague idée de l'ambiance de ce qui peut et des gestes de cette lutte-là. Donc la pratique naturaliste consiste à observer, enregistrer, documenter la présence des espèces sur le terrain. Elle peut se pratiquer de manière amateur, avec des motivations diverses, ou professionnelles dans la sphère de la protection de la nature. Avant de commencer, je sais pas comment, est-ce que je suis trop près ou trop loin de ce micro? Ça va, ça va. Ça me semble pas mal. Ok. Avant de commencer. Alors, on pourrait se demander pourquoi s'intéresser à ce milieu donc des naturalistes qui sont peu nombreux avec peu d'héritage politique antagonique. Alors qu'on est dans une période pré-fasciste, du coup, on pourrait avoir des choses plus sérieuses à discuter. Et l'une des raisons, c'est que, en fait, l'un des traits de notre présent, je pense, est vraiment le fait que le sentiment le plus partagé est la peur du futur, de l'extrême gauche à l'extrême droite, même sous forme de déni. Et voilà, une des raisons, c'est que, avec les naturalistes, on peut penser avec ceux qui ont les yeux grands ouverts sur une des dimensions cruciales de ce qui vient. Donc, pour commencer, je vais faire une rapide histoire de la discipline naturaliste. C'est un peu une manière de faire l'histoire de l'évolution de la composition technique des naturalistes. Donc, cette pratique, donc la pratique de savoir reconnaître les vivants, on peut dire qu'elle est vieille comme l'humanité et pratiquée sans doute partout. Mais elle a été reconnue comme discipline scientifique en Occident au moment des grandes colonisations. Les naturalistes de renom troquaient avec les États colonisateurs les moyens de leur pratique
en échange de la connaissance de nouvelles espèces à extraire, à cultiver, à valoriser. Depuis les années 70, les luttes écologistes font des conquêtes juridiques, enfin, voilà, ont pu inscrire dans le droit des choses. Et donc, le monde naturaliste, donc souvent des associations, est maintenant investi de missions de subventions publiques et peut s'appuyer sur des lois et règlements pour tenter de connaître et protéger les espèces et les milieux. Mais l'usage de ces nouveaux outils juridiques amène des victoires, mais en même temps cantonne le plus souvent l'action des naturalistes dans l'espace un peu connaissance scientifique et recours juridique. Il arrive d'agir dans d'autres cadres, mais il ne les bruite pas. Donc cette phase a amorcé un peu, on pourrait dire, la naissance du corps social de la protection de la nature, avec donc une professionnalisation de la pratique et en même temps une certaine démocratisation, avec souvent du coup des groupes de bénévoles autour des associations. Les assos naturalistes endossent donc un rôle d'experts qui savent prendre soin du monde. Et en même temps, ils sont mis dans une situation de limitation et d'érosion des moyens qu'ils ont pour faire ça, de leur légitimité, et, enfin, pour remplir ce rôle. Dans le même temps, pendant la fin du XXe siècle à peu près, il y a une distinction qui s'est faite petit à petit entre la pratique de la connaissance des espèces sur le terrain et les disciplines naissances de génétique et de biologie moléculaire, notamment, qui sont des disciplines nécessitant des équipements de laboratoire. Deux manières de connaître les vivants qui sont bien distinguées. Et dans les dernières décennies, il y a eu une néolibéralisation des méthodes et outils de la protection de la nature, via notamment la mise en place de grosses bases de données, de la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, vous avez peut-être entendu parler de la compensation, et le développement des bureaux d'études privés. Et ce qui a fait grandir en fait une colère et une disposition à entrer en lutte chez les naturalistes. Je vais vous en parler après. Et donc cela les a amenés à agir plus hors du cadre qui leur était dédié, notamment avec le collectif Naturalistes en lutte qui est né il y a 12 ans pour lutter contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, et donc les naturalistes des terres, né il y a 2 ans. Donc c'est un collectif national qui propose de mettre nos savoirs au service des luttes et qui intervient auprès des luttes locales avec un éventail d'actions, de la balade pédagogique à l'action directe de chantier nature en manif, en passant par des inventaires et des recours juridiques. Bon, maintenant, voilà, c'est un premier parcours un peu rapide de l'histoire. Maintenant, ajoutons à cela la composition politique pour comprendre le rapport de force dans lequel ils sont pris et leur levier d'action pour la lutte. Donc, pour la petite histoire, pour les accompagner dans l'explicitation de leur stratégie, pour aborder la composition technique, je leur demandais qui dépend de vous et vous dépendez de qui. Et pour aborder la composition politique, je leur disais, bon, qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous fait expérimenter un sentiment de dépossession, d'aliénation ou au contraire d'autonomie? Et ça a donné ce que je vais vous raconter. Et en gros, pour mettre en ordre le résultat de ces échanges, un peu, là, je vais parcourir le feuilletage de leur mise en travail en passant par leur activité de production, reproduction et au-delà. Donc, d'abord les données. Les données naturalistes, c'est-à-dire l'enregistrement des observations d'espèces qui sont agrégées donc, dans ces énormes bases de données, sont identifiées comme leur trésor de guerre par les naturalistes. Alors, sont-elles un levier de rapport de force avec les adversaires qui pourraient être activés par une grève des données? C'est la question que j'aurais posée. Mais mes interlocuteurs n'avaient aucune envie en fait de faire une grève des données. En effet, c'était mal comprendre ce que sont les données naturalistes. Parce que comment elles fonctionnent? Parce que leur production et leur usage sont d'une particulière lenteur, c'est vraiment des cycles à l'échelle de l'année. Du coup, en fait, faire obstacle à ces flux de données, ça ne marche pas de manière immédiate. L'organisation des données aussi a quelque chose de circulaire et d'entremêlé, c'est-à-dire que les producteurs et les usagers sont divers et parfois ça fait des allers-retours où certaines assos produisent des données, ça va être agrégé, ça va repartir aux assos, ou parfois en fait les mêmes données vont servir aux, à des assos qui veulent
protéger la biodiversité à des bureaux d'études qui sont plutôt à vendre des services d'acceptabilité à des chercheurs, etc. Donc c'est disons, la géographie du chemin des données est très compliquée. Et surtout, comme dans les autres métiers du soin et du lien, ce qui met en colère les naturalistes, c'est pas tant de l'ordre de l'exploitation quantitative des données, en fait. Du type, on me force à produire beaucoup de données, on me prive du produit de mon travail. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus de l'ordre qualitatif, c'est-à-dire, ce qui les met en colère, c'est l'appauvrissement du détail, de l'expérience, du recueil des observations, l'appauvrissement du pouvoir d'orienter les questions de recherche et de ce qui est fait des données. Et tout ça, notamment provoqué par la néolibéralisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, si c'est pas tant la production de données qui est le lieu le plus évident du rapport de force avec le capitalisme, est-ce que c'est leur activité de reproduction, d'entretien des milieux naturels vivants et valorisables par le capitalisme? En fait, c'est un peu le cas, mais en fait, de manière finalement assez limitée, parce qu'il faut vraiment avoir en tête que la sphère de la protection de la nature, déjà, a une histoire très ambivalente dans le rapport avec l'histoire du capitalisme, mais ça, je vais pas en parler, et je vous renvoie au livre traduit par Antoine Chopeau, qui s'appelle Le vivant, la révolution de Boucher et Fletcher, qui raconte tout ça. Mais aussi la sphère de la protection de la nature, en tout cas les gestionnaires d'espaces naturels, donc ceux dont le métier est de s'occuper de réserves, d'espaces protégés, etc. En fait, ils ne s'occupent de l'entretien que de 0,5% de la surface protégée, en tout cas en métropole. Donc imaginez si vos femmes lavaient 0,5% de vos chaussettes, ben voilà, ce serait une autre configuration du rapport de reproduction. Mais surtout, en fait, ce qui fait aussi que les naturalistes, finalement, sont pas tant que ça pris dans un rapport de reproduction de la société capitaliste, donc c'est aussi que les naturalistes, ils ont conscience de la grande autonomie des milieux pour se reproduire. Donc, au passage, reproduire la vivabilité pour nous et l'exploitabilité pour le capitalisme. Le travail des gestionnaires d'espaces naturels est assez minime à côté des puissances des dynamiques des milieux, en fait, et il consiste à soutenir la capacité qu'ont les milieux à se reproduire eux-mêmes. Et je veux faire une remarque au passage, c'est que ça, c'est à mon avis une particularité non négligeable pour notre logiciel marxiste, dont je sais pas trop quoi faire. C'est qu'en fait, les naturalistes, ils disposent du savoir que ce n'est pas nous qui fabriquons le monde vivable. Et en comparaison, l'outil de la grève, l'outil de lutte qui est la grève, au contraire, en fait, il appuie son effectivité sur le savoir partagé avec les adversaires que c'est les travailleurs qui fabriquent le monde vivable, qui fabriquent et donc là, il y a une grosse différence et je ne sais pas à quand. Alors, et on va continuer sur d'autres spécificités de la pratique naturaliste vis-à-vis du capitalisme. Là où elle est aussi différente, encore d'une autre manière, donc différente des autres métiers du soin et du lien, mais aussi de toute une partie des domaines du savoir, c'est que donc depuis la fin du colonialisme et depuis que donc l'extraction de nouvelles valeurs capitalisme, l'extraction du vivant de nouvelles valeurs capitalistes, en fait, elle se fait beaucoup plus au moyen d'équipements sophistiqués, etc. La génétique, etc. Et finalement, la pratique et les formes d'attention naturaliste ne sont plus vraiment valorisables en tant que telles par le capitalisme. C'est-à-dire les pratiques vraiment d'aller dehors, compter des espèces, reconnaître des espèces. On a fait un peu le tour des nouvelles espèces. Et même, au contraire, ce que les pratiques naturalistes produisent jour après jour, c'est la preuve de la destructivité des formes d'organisation capitaliste. Il faut se dire, ça c'est Vanessa Manseron, une anthropologue qui le dit, sans les naturalistes, sans les mémés de la LPO qui vont le dimanche sous la pluie compter des plantes, des mousses, des fougères, etc., on ne serait pas au courant qu'il y a une sixième extinction de masse. Donc, si les naturalistes faisaient grève, arrêtaient d'agir, ce que ça provoquerait à court et moyen terme, c'est une accélération du développement capitaliste. Les naturalistes sont des travailleurs cognitifs, mais comme négatifs pour le capitalisme. Ils produisent
une sorte de valeur perçue comme négative par les capitalistes, un savoir dont les capitalistes ne veulent pas. Et c'est ça qui fait, à mon avis, à la fois toute leur force et leur faiblesse. Leur force, parce qu'on a bien vu, ils ont, en fait, les bases de données qu'ils appellent leur trésor de guerre, en fait, c'est leur arme de guerre. Et en même temps, une faiblesse, du côté de la, disons, je sais pas si on veut dire ça, du côté de la composition technique, justement parce que contrairement à ceux qui sont pris dans le capitalisme, dans un rapport capital-travail, même qu'il soit matériel ou immatériel, en fait, ils n'ont pas le pouvoir de faire pression par le retrait de leur activité pour contraindre le capitalisme, quoi. Ils ne peuvent pas dire si nous arrêtons de travailler, vous n'allez plus vous développer le capitalisme. C'est même le contraire qui se passerait à court terme, parce que on contribue quand même à rendre vivable le monde, mais ça se voit à plus long terme. Et donc, cette configuration a amené, en fait, à une domestication des naturalistes par le pouvoir et par les capitalistes. Donc, ils n'ont conquis comme levier d'action pour transformer l'état de fait que cette position d'expert de la nature, conseiller qui peut accompagner le progrès pour le modérer. Une anecdote pour illustrer ça, qui m'a été transmise par l'historienne Bérangère Bossard. Donc, dans la revue d'écologie radicale, La Gueule ouverte des années 70 à peu près, il y avait un chroniqueur. Donc, c'est, vous voyez, une revue plutôt écolo-radicale d'extrême gauche. Et il y avait quand même un chroniqueur qui n'était pas écolo, mais naturaliste. Et son pseudo, c'était Professeur Molo Molo. Et je trouve que c'est vraiment bien trouvé pour parler même aujourd'hui de ceux qui sont justement amenés à être représentants au CNPN, un Conseil national de la protection de la nature, je pense, ou dans les bureaux d'études, donc qui font les études d'impact pour rendre, enfin, qui sont nécessaires à l'aménagement, aux aménagements, aux artificialisations, etc. Donc, professeur, c'est celui qui trouve sa force dans la reconnaissance d'une parole plus vraie que les autres, mais reconnaissance hétéronome, enfin, qui est traitée par les institutions, quoi. C'est, voilà. Et en plus, c'est d'autant plus hétéronome que cette espèce de puissance de la parole plus légitime qui est prêtée aux scientifiques, elle est sacrément attaquée par la droite en ce moment, et en plus, et encore plus particulièrement pour les naturalistes qui ont toujours été un peu sur un strapontin dans le domaine scientifique. Et donc, professeur Molomolo, ça identifie la puissance d'agir façonnée par le droit de l'environnement, un droit non à contrer le développement capitaliste, mais à lui mettre des conditions. Donc un droit au oui mais, qui a permis d'épargner de nombreux sites d'artificialisation, mais en fait qui amène aussi, en fait dans le oui mais, il y a un oui, et donc en fait les naturalistes se retrouvent un peu à être... Moi, j'ai l'impression que la manière dont les naturalistes sont mis au travail par le capitalisme, c'est le fait qu'ils soient amenés à porter un consentement, à être les vecteurs de valider un consentement au développement capitaliste. Et en ça, ça me fait vraiment penser à la fonction des chômeurs, par exemple, dont la fonction pour le capitalisme est de rendre désirable le travail pour tous ceux qui travaillent. Oh là là, je ne veux pas être chômeur. Voilà. Et en ça m'a fait penser à la grève des chômeurs. Voilà. Je passe rapidement. Et donc, pour pas être trop accablante en insistant que sur ce qui est la domestication des naturalistes, je veux quand même dire un mot sur l'autonomie du milieu naturaliste, parce qu'en fait, par ces pratiques de bricoleurs peu outillés, à part, en fait, on a surtout besoin de notre corps et nos sens pour avoir la pratique naturaliste, qui a aussi plein de bénévoles, et même par leur position un peu sociale marginale, en fait, ils sont traversés d'une disposition éthique à l'autonomie particulièrement marquée. Ils se présentent un peu aux non-naturalistes comme des gens qui sont un peu à l'écart de la société, qui restent à la marge, mais qui finalement ont pris l'habitude, du coup, de définir un peu leurs propres priorités. Comme je vous disais,
pour décider qu'il est crucial de passer des jours et des jours sous la pluie à observer des espèces qui sont même pas en danger, il faut avoir une disposition à définir par soi-même les priorités, quoi. Et à mon avis, on peut s'appuyer sur ce goût de la liberté et de l'autonomie pour donner de la force à la vie. Et un dernier mot pour finir. Ah non, je pensais vous parler de leur manière de s'organiser, mais du coup, plutôt, je vais pas vous en parler, pour pouvoir conclure un peu proprement. Mais en gros, leur manière de s'organiser, enfin notre manière de s'organiser, les naturalistes des terres, il y a naturaliste dans le titre, mais pour autant, en fait, c'est vraiment le lieu d'une rencontre entre deux milieux, et du coup, ça met aussi plein de bazar dans comment on conçoit ce que c'est l'organisation politique, même si là, c'est à une toute petite échelle, parce qu'en fait, là, c'est vraiment une organisation par la rencontre. Et ça met, voilà, les gens par là. Donc, pour synthétiser ce que j'ai dit, pour reparcourir de manière synthétique ce que j'ai dit, et essayer d'expliciter en quoi ça m'amène à avoir un usage un peu différent de la composition de classe. Donc, si je résume, ce qu'ils produisent, c'est pas valorisable par le capitalisme, alors qu'ils sont dépendants pour leur pratique de subsides et de reconnaissance de l'État. Et ils savent que ce n'est pas les travailleurs qui construisent le monde. Enfin, c'est pas que les travailleurs qui construisent le monde. Et donc, en fait, le lieu classique de cristallisation du rapport de force doit se trouver ailleurs qu'habituellement. C'est-à-dire que disons, la marchandise, c'est un peu, mais la marchandise, ça peut être une animation, une réunion réussie, vous voyez, qui d'habitude cristallise à la fois le commun qu'on produit et ce qui va être valorisé par le capitalisme, à la fois notre capacité d'autonomie à construire juste par nous-mêmes. Et vous voyez, tout ça, c'est cristallisé dans les mêmes espaces-temps, les mêmes objets. Et ben là, en fait, non. Voilà, il y a ce point-là. Par ailleurs, donc si je continue à résumer, ils sont pros mais aussi bénévoles et leur pratique a peu besoin d'outils. Et ils sont producteurs de valeurs perçues comme négatives par le capitalisme. Et donc, ils ont une certaine disposition éthique à l'autonomie. Et ça amène à ce que potentiellement le lieu de cristallisation du rapport de force est peut-être en train de se trouver, en fait, dans les gestes de transmission de leur point de vue et de leur puissance de la puissance autour d'eux et au sein des naturalistes des terres et autour des naturalistes des terres. Et ça, c'est un peu flou parce que j'ai sauté la partie où je l'expliquais plus clairement. Mais c'est pas grave. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment une piste sérieuse de diffuser leur pratique d'autonomie, notamment par du coup les chantiers nature en pleine manif que je vais montrer là, alors qu'en fait ils sont peu nombreux et quand même assez peu puissants. En fait, moi j'ai l'impression que voilà, il faut regarder avec modestie tout ça, mais on peut quand même se rendre compte que si on regarde justement autrement leur mise au travail, donc en tant que disons travailleurs de l'acceptabilité, en fait, à l'heure où les destructions du monde par le capitalisme deviennent sensibles, où du coup ces fausses promesses ne tiennent plus, et disons le désir de capitalisme s'érode, on l'a dit hier, je crois, il se peut que le capitalisme ait besoin, particulièrement en ce moment, de recruter de fiables travailleurs de l'acceptabilité sociale, du développement. Et en fait, ça permet de voir autrement non seulement les naturalistes, mais en fait plein d'autres corps de métier, les géologues, les hydrologues, les architectes, les archéologues, j'en oublie sans doute, qui ont un peu le même type de fonction et qui pourraient contribuer, si voilà, ils devenaient des terres, à faire des bascules décisives, en tout cas dans le champ des luttes locales écolo contre les aménagements et l'accaparement des terres. Donc peut-être un jour, non seulement des naturalistes des terres, mais des inter des terres avec plein de... Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, on passe. Non, c'est parfait. On a fait le temps. On peut passer à la suivante. C'est toi, ouais. Ouais, et moi je vais, Tu veux le micro? comme vous voulez, je pense, je parle très haut normalement, mais j'ai projecté les slides
sont en anglais et je vais parler de manière un peu délirante en français. Et ça va pour tout le monde et ça aide un peu à suivre. Je me mets aussi le temps ici et j'ai des conversations avec Tony dans les dernières années. Euh, Mais l'idée de cette chose-là, elle vient un peu de ma thèse, mais c'est en partie théorique que je suis encore en train de développer. Mais les deux concepts centraux, et l'idée centrale, c'est bien clair, je pense. Moi, j'essaie de travailler sur le mouvement écologique et climatique d'aujourd'hui en appliquant les regards de Félix Guattari et de Tony Negri, que bien sûr, comme on a vu dans plusieurs présentations dans ce jour-là, ils ont eu pas mal d'interactions. Je vais un peu reprendre quelques interactions à ce sujet parce que je pense que il y a pour un côté un antagonisme qui est ontologiquement au centre, dans le cas bien sûr du temps, et pour des manières très différentes et divergentes dans la dernière partie de la vie de Félix Guattari. Il prend la bifurcation en termes de les vraies ontologies politiques qu'il développe. Et alors, ouais, j'ai tout coupé, les slides, c'est encore plus délirant que j'ai pensé. Mais ça va, c'est parce que c'est une autre version de PowerPoint, mais ça va. L'idée, c'est de dire des choses ici et pas de lire parce que je pense que aussi ça fait partie un peu du méthode à laquelle j'essaie de m'inspirer avec les regards sur le travail de Félix à travers des Tony. Et bien sûr, le travail de Félix Guattari a été important dans la dernière relation qu'on a eue, dans les dernières années des relations qu'on a eues avec Tony, parce que basiquement, c'était un langage de médiation entre nous, un langage commun qu'on pouvait développer, dans lequel je pouvais apprendre beaucoup de lui, mais aussi c'était vraiment un langue commun. Et alors, les sources, ils sont un peu surtout les entretiens, les conversations, les réunions qu'on a fait ensemble avec des gens aussi qui est ici dans notre panel dans ces jours-là. Mais il y a cet entretien qui Tony a fait à Gattari à lendemain de la ressortie le livre le plus difficile et délirant de Gattari, qui est, à mon avis, cartographie schizoanalytique. Et là, c'est un entretien sur lequel je vais me centrer plus parce que je pense qu'il a va s'évidentier cette distinction. Mais aussi, il y a toutes des choses qui, bien sûr, elles font partie de cette relation. Là aussi, il y a des troupes coupées, mais quand même, la constellation de laquelle a parlé hier Veronica Gago, c'est quelque chose qui, pour moi, est important. Ça veut dire, c'est pas une manière de me présenter ici pour dire, moi, j'étais ami de Tony, voilà. Mais c'est une manière de dire, il y a une constellation de personnes avec lesquelles j'ai découvert mon pensée aussi plus que les livres que je vais pas déprécier absolument les livres et la lecture, mais ça a été mon un peu trajectoire et je voulais la positionner ici pour mettre dans quelque manière pour permettre de la comprendre les gens qui écoutent.
quand même, le problème, c'est qu'effectivement, je me suis posé depuis le début de ma thèse et peut-être avant le fait que les petits livres qui Gattari et Tonia ont écrit ensemble, juste après, qui a été publié juste après la 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 prison, a été quelque chose qui, je pense, c'est vraiment les débuts de l'écosophie de Gattari. Et ça, c'est confirmé par le fait que les dernières récoltes des textes de Gattari est ressortie récente, je pense, ça fait 10 ans, qui met ensemble les textes entre les 85 et les 92. Il prend effectivement cette période des 85 en termes des commences de son période écosophique. Je pense que ce livre a été important dans ses débuts, mais je pense aussi qu'il y a une bifurcation à ce sujet. Et je pense aussi que l'histoire, ouais, ça, ici, il y a un peu je sais pas, une anecdote sur le fait que Tony a été un peu, a échappé un peu son outrage, son reconnaissance de ce livre. Je pense qu'il a beaucoup réfléchi après à cette livre qu'il a toujours appelé avec moi un bouquin. C'est un peu un libretto en italien. Mais quand même, j'arrive direct à le dialogue, à l'entretien, où effectivement, il y a plusieurs choses, pas seulement le fait qu'il sort à l'endemain de ce livre très difficile. Là, la première question, c'est une question qui tend et pose aussi à Deleuze plus ou moins les mêmes années, sur la tonalité tragique des mythes Plateau. Mais dans la question, dans la manière dans laquelle il pose la question du premier moment à Gattari, il émerge assez clairement que il y a un tentative de pousser Gattari, avec lequel il partageait beaucoup plus de choses, surtout beaucoup plus de politique quotidienne dans ces années-là, à se prononcer sur l'antagonisme, où l'antagonisme va terminer dans cette perspective. Et je pense à ce sujet, c'est intéressant de voir aussi les tons qui est très chaud de cet entretien, qui est un ton pas du tout amical, aussi s'ils étaient amis, bien sûr, à cette époque, amis, camarades, impliqués ensemble dans plusieurs projets, mais c'est un ton très dur que moi j'ai retrouvé aussi dans un petit livre qui a ressorti, je pense, seulement en italien, un entretien qui Bifo et un autre camarade ils font à Gattari, où Bifo il pose un peu la même perspective d'aujourd'hui, assez anti-politique, des désertions, et Gattari répond vraiment de manière dure aussi là, et aussi là-bas, il y avait une amitié, je pense, très réelle, mais quand même, dans la politique, on peut avoir des amitiés très réelles et être très dur. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait une des choses plus intéressantes et plus fortes que j'ai compris de cette histoire, de ce voyage. Mais quand même, du fait que la politique, et ça, c'était les points sur lesquels Gattari c'était dur avec Bifo, sur les points que la politique doit être réinventée et pas abandonnée, et pas penser que la corruption du parti, du syndicat et tout ça, ça veut dire que la politique, il échappe comme ça, parce que ça, il juge dangereux, quand vous pouvez le dire. Alors, la première question, c'est posée dans cette manière d'un temps, mais en termes de coupes conflictuelles qu'il y a dans cette tonalité tragique de mille plateaux, dans cette tension qui ne sont pas résolubles facilement. Et là, Gattari
joue un peu avec des mots, mais il est assez clair sur les faits qui aussi quand il y a des choix qu'il te porte envers l'antagonisme, c'est justement les moments d'aller d'autre part. Et je pense qu'il dans une autre réunion, dans une autre part, dans un autre mouvement. Et ça, je pense qu'il a été effectivement l'approche de Guattari dans les dernières années, en essayant à rester dans les assemblées, dans les cercles politiques surtout verts, mais aussi à changer de place tout le temps. Et là, Negri, il retourne là dans une des dernières questions, aussi de manière très claire, encore sur comment, s'il existe quelque chose qui est encore intolérable, si cette procès de singularisation qui est pour Guattari un peu partout, il est partout, il doit être partout en France, en contraste avec l'homologation du capitalisme mondial intégré. Si cette dynamique, il marche encore avec des antagonismes. Et là, il y a cette dernière phrase qui est aussi, je pense, encore plus touchant hein, ou encore plus provocatoire pour Guattari, parce que moi, j'ai pensé à le visage à propos de Mille Plateaux, le visage de Tony en ressentant lui qui le dit, pourquoi la révolution plus que rien? Parce que c'est magnifique, non? Et parce que c'est trop beau. Et je pense qu'il y avait un peu cette histoire et c'est intéressant. Pour moi, c'est intéressant de les voir dans différentes aussi approches théoriques et du travail théorique qu'ils ont fait. Ça veut dire que Guattari a repris beaucoup Bateson, a nommé cette écosophie. Aussi, si Arnaes, le fondateur de la Deep Ecology, a inventé l'écosophie 15 ans avant, mais il nomme jamais Arnaes. Je pense que c'est sûr qu'il connaissait, mais il voulait justement construire un modèle qui était complètement distinct parce que le seul problème qu'il avait avec l'écologisme qu'il était en train de naviguer dans ce moment-là, de jouer avec, c'était la romanticisation de la nature. Et justement, il voulait prendre l'écologie mentale de Bateson pour l'emporter à le plus loin possible de la perspective de romanticisation de la nature. Et il y a un parallèle à ce sujet avec les travail spinozistes, spécifiques philosophes des Negri avec Hazana Sharp. Je pense qu'Hazana Sharp, il fait partie un peu de cette trajectoire qu'on peut retracer, mais au même temps, il y a l'effet que Tony il va direct au point de critiquer la perspective de Hazana Sharp dans beaucoup des endroits. Pour Tony aussi, dans les dernières années, dans notre conversation, les trois écologies, c'était insuffisant. Ça c'était assez clair, mais c'était au même temps la manière et le langage qui nous permettait de parler de tout ça. Et je pense que j'ai essayé à faire cette petit jeu que je pense qui heureusement ça n'a pas été coupé par les passages du système, mais dans une certaine manière il m'a dit de manière un peu rigolo plusieurs fois, moi, je m'occupe seulement de l'écologie sociale, je m'occupe que de l'écologie sociale, l'écologie mentale, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je pense que aussi dans la subjectivité, dans des travaux qui nous intéressent pas dans beaucoup de gens ici dans la salle, il y a une écologie mentale spécifique des Negri qui surtout il émerge dans les conversations qu'on a eues, surtout autour de l'appropriation du capital fixe et tout ça, en termes de
antagonisme qui arrive dedans la formation de subjectivité même dans cette idée que l'existence même est résistance continue, surtout dans les jeunes générations qui sont dedans la machine, pour le dire avec ces mots plus proches possible. Et là, bien sûr, dans l'écologie sociale, on peut regarder cette différence que je disais entre bifurcation et hétérogénéité, mais quand même, je pense qu'aussi dans la manière dont penser l'écologie environnementale, qui c'est vrai, Tony Negri, Félix Guattari, ils ont pensé beaucoup à l'écologie environnementale, ça c'est évident, mais il y a un côté un peu techno-environnemental dans Guattari aussi en termes de bifurcation entre catastrophisme et imaginaire futur, comment les faits de reporter les fleurs dans les Sahara, comme il l'écrit dans les trois écologies. Et en l'envers, Tony a toujours, au moins dans les années avec lesquelles j'ai eu la chance de parler avec lui, il s'est confronté beaucoup sur le fait qu'il avait un refus du catastrophisme. Mais ce catastrophisme, après, il retourne avec la guerre, et je vais bientôt terminer parce que je pense que le temps, c'est pas loin. Pour faire un peu un point, il y a cet agencement, je pense, entre Negri et Guattari, mais c'est un agencement qui est riche, justement, politiquement, dans ces moments. Ils faisaient beaucoup de choses ensemble. Aussi, ils avons une ontologie subjective très, très distincte, aussi divergente dans cette dernière année de Guattari. Avant que, comme Tony dise dans une entretien de Gerald Rowley, Guattari, il se laisse mourir. Et là, je pense que cette capacité de faire assemblage, des agencements, c'est quelque chose qu'on doit vraiment garder. Et au même temps, il peut nous faire comprendre pourquoi Guattari, il voit des choses du mouvement écologique qui, Tony, après la grande vague des mouvements antinucléaires, il voit pas trop. Dans cette regard envers les alternatives, envers la bifurcation, envers tout ça, mais aussi le fait que c'est justement Tony qui il se rapproche à nouveau dans les 2019 pour comprendre vraiment les mouvements du climat, parce que dans les mouvements du climat, il retourne la 2 au centre. 2. Ok. Il retourne l'antagonisme. Et alors, juste une autre anecdote comme ça, parce que ça a été, pour moi, a été un peu les débuts de mon militantisme et après de mon travail, les faits qu'on était ensemble par hasard, les jours qu'il y avait la première vague, la première grande climate strike globale, et effectivement, ils me disent cette chose ils pensent d'utiliser, moi je le dis, mais Tony, mais nous on a parlé, t'as écrit avec Michael un bon livre, mais Sandro aussi, on a bien parlé, mais t'as vu qu'est-ce qui s'est passé? C'était Bologne, ils étaient, 30 000 jeunes, 3 000 jeunes dans la rue. Il m'a dit, je pense qu'il pense d'utiliser cette fille comme il veut, mais ça va les retourner arrière, non? Et je pense qu'il a compris qu'il retournait en antagonisme, qui est aussi avec d'autres camarades, j'ai pu voir plus précisément. Il y a tout en autre partie que je voulais dire et que j'arrive pas à le faire. Il y a tout en partie qui a à faire avec mon militance, mon activisme d'aujourd'hui, qui est, je pense, les vrais mouvements climatiques aujourd'hui en Italie, au moins, a été la manière, la vecteur dans lequel les
la subjectivité détruite du mouvement de climat dans un des pays où a été plus fort est retournée, mais on peut parler à côté. Et c'est une jam pour n'importe qui ne connaît pas. Moi, je suis content à les parler à nouveau. Et voilà, je termine ce moment avec une autre petite chose que j'avais dit aussi à Célina avant sur une référence à ce que Gorz a dit à Tony et Félix une fois, vous allez trop vite. Et je lui ai demandé, mais après qu'il m'avait dit ça, non? Mais comment? Un an après qu'il m'avait raconté ça, je lui ai dit, mais moi j'ai bien pensé aussi avec l'accélérationnisme, je sais pas, une grande question que je lui avais posée. Mais il avait raison, tu penses? Lui, il m'a dit, ouais, il avait raison, on allait trop vite, mais quand même, on avait raison aussi, parce que les capitales allaient plus vite que nous, et on a perdu sur ça. Et cette question du temps, je pense qu'il est au final la vraie question, parce que bien sûr, il y a l'écologie, il y a le mouvement écologique. Après, il y a un autre parti, ou un parti spécifique, ou comme vous voulez, qui est le climat, qui est avec la catastrophe de la guerre, avec laquelle la gouvernance techno-nazi a décidé d'affronter cette situation. On est quand même dans une situation où les temps, il compte beaucoup, où l'urgence que Ton, il posait beaucoup de fois sur n'importe quel mouvement pour arriver plus loin possible, c'est aujourd'hui essentiel et vital, je pense, d'une manière, d'une manière inédite pour des choses qui sont objectifs en termes de limites planétaires et temporelles sur lesquelles j'ai la peine à dire objectif en faire la distinction subjectif-objectif, mais quand même, je pense que ce soit comme ça. Et désolé pour tout cette chaos dans lequel j'ai venu, mais merci. Merci Alberto. Alors on continue avec la présentation de Céline. Bonjour à toutes et à tous. Merci les Perles pour les présentations précédentes. Moi, je vais repartir en arrière dans l'histoire des idées. On va repartir dans les années 70, puisque je vais vous parler de ma recherche doctorale que j'ai faite sur André Gorz et des liens qu'on voit entre André Gorz et l'opéraïsme, et notamment avec Tony Negri, mais pas que. Donc, je vais vous parler des années 70 pour vous montrer aussi comment on peut utiliser l'opéraïsme pour comprendre l'évolution de la pensée d'André Gorz et pour comprendre aussi la diffusion de l'opéraïsme en France par l'intermédiaire notamment de la revue des temps modernes. Et donc, c'est ce que vous pouvez retrouver dans ma thèse qui est en ligne de façon une extenso dans voilà, le PDF d'origine. Et c'est une version coupée que j'ai fait paraître au PUF. Mais si vous voulez tous les détails sur toutes les sources italiennes que j'ai retrouvées dans les archives de Gorz, dans sa bibliothèque, etc., vous trouverez ça dans le PDF de la thèse. Et je vous précise aussi que j'ai fait un entretien avec Tony Negri en janvier 2023 où on a parlé de ses liens avec Gorz. Et à cette occasion, il m'avait dit que si Gorz avait été en Italie, il aurait été opéraïste. Donc bon, c'est peut-être une bonne reconnaissance, donc je commence par ça. Comment Gorz s'est intéressé à l'opéraïsme? Gorz s'intéresse d'abord au socialisme italien dissident dès le début des années 60. Donc c'est un socialisme qui se veut alternatif au bloc de l'Est, alternatif aussi au sein du PCI, mais aussi parfois en alternative au PCI qui est très fort dans l'après-guerre italien. Ce sont notamment les figures de Lelio Basso et de Vittorio Foa qu'il cite à de nombreuses reprises dans son livre de 64, Stratégie ouvrière et néo-capitalisme. Gorz passe ses étés en Italie, il va au congrès
des partis politiques italiens. Il échange beaucoup avec eux parce qu'il y voit une créativité dans les réflexions sur les stratégies à mener. Et aussi une alternative un peu libertaire au socialisme qu'il essaye de mener aussi en France. On peut dire que Gorz découvre l'opéraïsme par Orestes Scalzone. Alors de ce que j'ai lu, c'est en 68 à l'occasion d'une manifestation qu'ils se rencontrent dans la rue et Oreste va lui diffuser des textes progressivement. Gorz va entrer en contact avec Gianni Sofri, donc le frère d'Adriano, et Gorz va s'intéresser aux textes des opéraïstes à ce moment-là et va notamment les diffuser par la Revue des Temps modernes, dans laquelle il est depuis 1960 sur invitation de Sartre. Et donc, si vous vous intéressez à la diffusion de l'opéraïsme en France, je vous recommande vraiment d'aller voir les archives des Temps modernes, d'aller voir les numéros. Vous avez 2 numéros complets sur l'OTA Continua, avec des numéros, avec un énorme numéro de 74, qui est le dernier numéro que Gorz organise dans ce contexte-là. Et si ça vous intéresse, j'ai, à partir d'un colloque qu'on a fait il y a 2 ans sur l'opéraïsme, j'avais aussi fait un texte là-dessus où vous retrouvez toutes les sources exactes en note de bas de page. Bon, tout ça pour vous dire que Gorz a participé à la diffusion de l'opéraïsme en France via les Temps modernes, y compris des textes anonymes, des textes de lutte, des textes très concrets, des textes qui discutent des liens entre l'Italie et les mobilisations, par exemple, chez Renault, à Flins, etc. Et donc, il diffuse des textes de Potere Operaio, de l'OTA Continua, des textes anonymes de ces collectifs-là, et des textes d'Il Manifesto aussi. Alors, du coup, qu'est-ce que cherche Gorz dans ces textes et quel est le contenu? D'une part, Gorz suit les évolutions analytiques et stratégiques de l'opéraïsme, les réflexions sur l'ouvrier masse, sur l'ouvrier déqualifié, puis progressivement sur cet ouvrier social, cette reproduction élargie de la force de travail, puis l'articulation avec le mouvement étudiant, suite aux évolutions en 68-69 en France et en Italie, et puis ensuite cet élargissement avec l'OTA Continua aux luttes par-delà l'usine, lutte pour l'urbanisme, lutte pour le cadre de vie, lutte aussi contre le chômage et ce que ça signifie, l'intermittence, et progressivement d'autres pratiques de lutte qu'au travail, par les pratiques par exemple d'autoréduction, c'est-à-dire le fait de ne pas payer ses factures ou de décider de les payer moins cher. Donc, ce à quoi Gorz s'intéresse dans l'opéraïsme, c'est d'abord toutes les réflexions organisationnelles. Comment doit s'organiser la classe ouvrière? Est-ce que c'est par une organisation politique? Est-ce que c'est par une organisation syndicale? Et quelles sont les limites de ces institutions-là? Puisque donc c'est énormément de débats internes au sein de l'opéraïsme. Vous savez peut-être que Mario Tronti il défend une certaine forme d'organisation politique de la classe ouvrière au sein du PCI. Vous avez d'autres groupes qui refusent la médiation syndicale en considérant que les syndicats font des compromis avec le patronat, mais finalement ne défendent pas vraiment les luttes à la base et les étouffent. Et ça, cette défiance vis-à-vis des syndicats, elle est d'autant plus forte après 68, aussi bien en France qu'en Italie, en ayant l'impression que ces mouvements, que ces institutions ont étouffé le mouvement pour le récupérer, notamment à des fins électorales, ce qu'on a reproché à la CGT, au PCF, etc. Et donc, Gorz va adapter ces débats-là pour les institutions, aussi en ayant en tête la critique de la raison dialectique de Sartre. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais dans la critique de la raison dialectique de Sartre, il y a énormément d'analyses sur le devenir des institutions et sur le fait que les institutions finissent toujours par aliéner les praxis qui les composent et pourtant qui en sont à l'origine. Et donc, il y a cette défiance contre les institutions qui est d'autant plus forte après 68-69 chez Gorz. Gorz s'intéresse aussi aux critiques internes au sein du PCI avec le groupe Il Manifesto et il participe aussi à diffuser les textes d'Il Manifesto en France via les Temps modernes. Il y a un numéro où Sartre discute avec la rédaction d'Il Manifesto et notamment avec Rossana Rossanda, qui est une figure du groupe d'Il Manifesto, qui est restée en France longtemps et qui était aussi une interlocutrice de Gorz.
Donc, il y a cette déception face aux institutions, déception aussi des luttes cantonnées, disons, à la sphère du travail. Et donc, la question, c'est comment s'organise le travail, comment s'organise la classe ouvrière au travail. Mais il y a aussi une question que pose l'opéraïsme, qui intéresse beaucoup Gors, à savoir qui est le sujet révolutionnaire. C'est aussi des questions que vous avez soulevées dans les deux interventions précédentes. Une attention du côté de l'opéraïsme pour les ouvriers qui viennent du sud de l'Italie, qui sont des paysans arrachés à leurs terres et avec des phrases magnifiques qu'on retrouve dans certains textes de pour des gens qui ont été élevés en bord de mer, se retrouver à Milan dans une usine, c'est affreux de plus voir la mer, de plus voir le soleil, d'avoir cette dégradation des conditions de vie. Et ça fait partie de ce refus du travail qui est formulé dans ces mobilisations des jeunes ouvriers qui désarçonnent les syndicats de l'époque, qui considèrent qu'il faut participer à la reconstruction d'économie du pays, etc. Donc, première ouverture à une transformation du sujet révolutionnaire du côté de gens qui commencent à refuser le travail et ces conditions-là et qui n'ont pas envie de se le réapproprier pour mieux le changer. Ouverture du sujet révolutionnaire au mouvement féministe, bien sûr, avec tout mouvement féministe qui s'articule aussi autour de Negri avec les figures de Silvia Federici, de Della Costa, etc. Et du coup, une des questions qu'on peut se poser, c'est l'articulation avec les sujets écologistes, notamment la nébuleuse écologique que Gors constate en France. Donc, il dit nébuleuse parce que nébuleuse écologique, ça veut dire un ensemble de plein de groupes qui se parlent pas forcément, qui sont pas coordonnés, qui existent chacun dans leur coin, mais qui portent des revendications assez similaires. Et Gors suit ces mobilisations parce que son emploi qui paye les factures, c'est son poste de journaliste au Nouvel Observateur. Et c'est par cela qu'il va commenter notamment les luttes de mobilisation contre le développement de l'industrie nucléaire en France. Et qu'il va voir énormément de petits groupes, comme ces naturalistes, on pourrait dire, de la LPO, qui en fait portent d'autres aspirations que le mouvement ouvrier ou le mouvement ouvrier révolutionnaire traditionnel et qui ne sont pas dans ces institutions-là, qui ne sont pas dans les grands syndicats, dans les grands partis, etc. Et donc, Gors s'intéresse à ces mobilisations de terrain, mobilisation anti-nucléaire très forte en France, qui mobilise et qui socialise très jeunes des gens qui ensuite vont s'engager dans les luttes anti-nucléaires, mais aussi dans les appareils type le PSU, etc. La CFDT aussi. Des mouvements régionaux aussi qui défendent une identité régionale, par exemple occitane ou bretonne, contre la technocratie parisienne qui dicte quoi faire aux régions finalement. Il y a un refus par exemple du remembrement des terres agricoles qui est organisé dès les années 60 et en fait il y a des oppositions dans différentes zones rurales. Des gens qui disent mais non mais on veut pas de ce remembrement, on veut garder nos terres, nos vergers, etc. Et ce que Gors se voit dans ces mouvements écologistes, c'est la volonté de reprendre du pouvoir sur le cadre de vie contre l'État central. Et donc, il y a une défiance, finalement, il y a une critique du capitalisme, mais il y a aussi une défiance vis-à-vis de la technocratie et du pouvoir de l'État. Et donc, ce mouvement, donc, moi, ma question que je me pose quand je vois cette trajectoire de Gors, c'est savoir ce qui s'est passé du côté italien et si on peut trouver à peu près les mêmes mouvements du côté italien. Donc, il y a certes un courant libertaire au sein des mouvements autonomes italiens qui interroge la vie en ville, qui s'attaque aux structures économiques, qui organise des squats, des pillages de supermarchés, qui pratique l'autoréduction, c'est-à-dire le refus de payer les transports publics, le téléphone, l'électricité, etc. Il y a des luttes pour le logement, pour le cadre de vie, des luttes qui disent que il faut changer aussi par-delà la vie économique, qu'il faut changer la vie quotidienne, la culture, etc., qui témoignent d'un refus du travail. Et en même temps, ce ne sont pas les mêmes luttes qu'en France, avec des luttes peut-être plus paysannes, comme la lutte du Larzac l'incarne aussi, la lutte contre l'extension du camp militaire du Larzac, qui aurait en fait détruit un certain nombre de fermes familiales.
Peut-être, hypothèse, enfin, dont on peut discuter aujourd'hui, peut-être parce que les mouvements de l'autonomie sont plutôt dans des milieux urbains et ont moins d'ancrage paysan que certains mouvements écologistes, ruraux en France. Et que, par exemple, les OS qui viennent du sud de l'Italie sont des paysans déracinés. Et je ne sais pas s'il y a des trajectoires de gens qui seront retournés ensuite dans leur territoire lutter là-dessus. Moi, je suis plutôt une spécialiste d'André Gorz, c'est pas des mobilisations écologistes italiennes. Je vous pose des questions et on pourra en discuter. J'ai aussi l'impression que la façon dont l'écologie arrive dans le débat public en Italie, notamment par quelques éléments qu'on peut trouver chez les idées de Serge Audier, que l'écologie est vue comme un truc un peu des élites et un peu technocratique, parce que l'un des cofondateurs du club de Rome est par exemple Aurelio Pecci, qui était un industriel de Fiat, qui a cherché à implanter Fiat en Argentine. Donc peut-être que il voit ce genre de mouvement comme un truc d'industriel bourgeois et non pas quelque chose qui correspond aux revendications de la base, etc. Et de même, voilà, il y a par exemple la trajectoire aussi d'Altiero Spinelli qui vient de la gauche antifasciste italienne, mais qui s'engage pour le fédéralisme européen, qui est aussi au Club de Rome. Et du coup, peut-être qu'on a la perception que ce truc-là, le Club de Rome, c'est pas un truc autonome, quoi. Donc j'ai l'impression que cette perception, c'est plutôt que c'est plus technocratique, industriel, plutôt que les mouvements sociaux. Rétrospectivement aussi, Bruno Trentin, dans son livre Cité du travail, donc 20 ans après le Club de Rome, dit qu'à l'époque des années 70, l'idéologie qui reste dominante, c'est quand même l'idéologie du progrès et qu'il n'y a pas cette critique anti-productiviste décroissante qu'on peut trouver dans le mouvement écologiste français. Et de toute façon, Serge Audier estime que c'est surtout en Allemagne et aux Pays-Bas que le mouvement écologique était fort dans les années 60-70 et que en France et en Italie, ça a quand même du mal à s'imposer dans l'agenda politique. Audier montre que l'écologisme italien va naître plutôt à partir des années 80 dans la lutte contre le nucléaire et aussi pour les enjeux de toxicité et de santé au travail. Et donc que les questions environnementales seront intégrées par les syndicats avec cette question-là, alors qu'en France, c'est intégré par certains syndicats comme la CFDT, qui s'intéressent aux conditions de travail sur le sujet de l'amiante, sur le sujet du nucléaire, mais ça reste un petit peu, il y a une sorte d'allergie, notamment du côté du PCF et de la CGT, qui ne veulent pas de cette décroissance de la production, qui ont l'impression qu'on va réduire le niveau de vie de la classe ouvrière, etc. Je pense aussi qu'il y a un peu une distanciation du mouvement écologiste français qui est pour partie un peu pacifiste. Alors pas tout, parce que on a Françoise de Bonne qui pose une bombe à Fessenheim, mais parce que dans La Gueule ouverte, par exemple, on trouve un article en 78 où l'article veut se distinguer de l'action violente des Brigades rouges, et donc a peut-être l'impression que il y a une différence de moyens. Mais je pense pas que ce soit partagé par tout le mouvement écologiste français, s'il y a quand même de l'action directe. Néanmoins, je pense qu'on peut trouver chez les opéraïstes un élément crucial pour la pensée écologique, qui est tout l'angle technocritique que développent les opéraïstes, à savoir la pensée d'où viennent les évolutions techniques du capitalisme. Et c'est aussi cette technocritique opéraïste qui amène Gortz à la technocritique écologiste. Et Gortz la formule en même temps, en parallèle avec l'influence d'Ivan Illich. Bon, donc là, on a très peu de temps, mais vous trouverez ça plus détaillé dans ma thèse si vous voulez. C'est en tout cas, cette technocritique, c'est la critique de ce que le capital fait à l'organisation technique et le fait qu'on ne peut pas se réapproprier l'organisation technique du capital telle qu'il l'a façonnée, que la technique n'est pas neutre, et donc il peut changer les outils. Et donc, je pense que on pourrait relire, avoir une lecture écologiste de l'opéraïsme par cette lecture technocritique, justement. Sur l'évolution, donc, c'est cet intérêt pour les luttes écologistes, pour cette nébuleuse écologique qui amène Gortz à réfléchir à l'évolution du sujet révolutionnaire et qui l'amène à son fameux livre de 1980, Adieu au prolétariat, qui a beaucoup choqué dans le débat public français, et on en parle encore aujourd'hui, pour lui reprocher ce titre, mais
qui n'a pas choqué les opéraïstes et qui n'a pas choqué par exemple Tony Negri qui m'a dit finalement ce que Gorz se dit en 1980 c'est ce qui venait de l'opéraïsme depuis les années 70, à savoir qu'il y avait une mutation du sujet révolutionnaire et qu'il n'était plus seulement dans le contexte industriel et comme tu l'as cité d'ailleurs tout à l'heure qu'il n'y a plus le sujet révolutionnaire mais qu'il y a une multitude de sujets, une multitude de combats aussi. Donc, c'est aussi ce qui est montré par une partie de la sociologie du travail en France, qui montre l'émergence de ces catégories de précaires, d'intermittents, mais aussi de pratiques choisies de refus du travail. Et donc, Gorz diagnostique certes une crise du prolétariat, mais c'est pour reformuler une analyse du néoprolétariat post-industriel, dans lequel il met aussi tous les courants écologistes. Donc, je le réaffirme parce que Adieu au prolétariat a été très mal interprété aussi parce que pas forcément lu précisément. Adieu au prolétariat n'est pas l'abandon d'un ouvriérisme antérieur. Gorz continue d'analyser le sujet révolutionnaire en situation dans l'état des rapports de production, mais il tient compte de ces mutations, notamment à l'aide des lectures opéraïstes. Et notamment, on peut retrouver dans sa bibliothèque des ouvrages des années 70-80 qui l'amènent à ces sujets-là aussi. Et donc, il faut vraiment lire Adieu au prolétariat aussi comme le résultat de ces analyses sur l'écologie. Et aussi l'intégration de ces analyses, par exemple, de l'Ota Continua sur l'urbanisme, le cadre de vie, etc. Donc, on pourrait dire que il y a une évolution conjointe, mais néanmoins, la spécificité de Gorz, c'est de parler plus précisément du sujet écologiste des années 70-80. Si vous vous intéressez à cette diffusion de l'opéraïsme, je vous invite à regarder voilà, le numéro des temps modernes de 74 sur l'Ota Continua. Je vous indique aussi que Gorz voulait publier en 78 un nouveau numéro sur l'opéraïsme, aussi pour répondre au climat anti-brigade rouge qui caricaturait le mouvement, etc. Et il avait composé un numéro de 300 pages, et je ne sais pas où est ce dossier, puisqu'il n'a pas été accepté parce que Benny Lévy, à l'époque, voulait que le numéro paraisse avec un édito disant que les temps modernes se dissocient et ne cautionnent pas la violence des brigades rouges. Donc voilà, ne cautionne pas ces éco-terroristes, enfin terroristes à l'époque. Et en fait, Gorz a trouvé que c'était une position complètement caricaturale, et donc il n'a pas voulu publier le numéro. Il a dit bon, bah, si c'est comme ça, bah, on fait pas le numéro. Et je ne sais pas où sont devenues ces 300 pages d'articles sur le mouvement en 78. Ça peut être intéressant de voir ce qu'il en est et de voir ce qui était perçu de l'époque. Donc Gorz continue, donc Gorz ne rompt pas avec l'opéraïsme en 1980, il continue de lire les opéraïstes et de lire les post-opéraïstes pour continuer de penser les mutations du capitalisme cognitif, et il continue de citer Negri jusqu'à la fin, jusqu'à ses derniers textes, puisqu'il s'intéresse au capitalisme cognitif, puisqu'il s'intéresse au revenu universel et à la décorrélation de la protection sociale et de l'emploi. Et il continue de porter l'idéal de démarchandisation et de communisme de la connaissance, qui est aussi l'idéal de Negri et qui est l'idéal du communisme en disant le communisme, c'est la fin du règne de la marchandise. Et je m'arrêterai là. Parfait. Merci. Merci. Merci beaucoup à tous les trois pour votre très riche présentation. Maintenant, la parole est à la salle si vous avez des questions. La première, excuse-moi. Ce n'est pas Non, mais vous voulez parler dans le micro? Eliasa che c'est sans fil. Aspetta che lo attacco. Segniamo. Ok. La salle, c'est un peu remplie, donc peut-être pas entendre. Donc, non, je disais, j'ai une remarque sur la question
Ah, effectivement, la question des travailleurs de la connaissance, enfin, on peut les appeler comme ça, c'est-à-dire que leur travail, enfin, la grève des naturalistes, qu'on y soit, effectivement, ça a toujours été une question, mais enfin, il faut la retourner, c'est-à-dire que le travail concret n'est pas en soi un échange avec la nature. Les valeurs d'usage ne sont pas une valeur positive. D'accord? Les valeurs d'usage sont conditionnées par la valeur abstraite. Le travail concret est créé par le travail abstrait. Le capitalisme a créé dans les dernières 50 ans 300 000 substances artificielles, dont 30 000 ont été testées sur la brève période et 270 000 n'ont jamais été testées. Et les autres testés sur la brève période, on n'a aucune idée de leur effet sur la longue période. Et maintenant, on sait que les substances, même en quantité minime, en termes de nanoparticules, ont, dans le long terme, un impact impressionnant sur la santé des gens. Donc, si tu veux, ça c'est le capitalisme. Hein. Alors, c'est bon? Non, c'est pas bon. Enfin, donc, que des travailleurs de la connaissance se posent, évidemment, ils ont un rôle ambigu, mais c'est exactement ce qu'on veut avoir. Enfin, nous, on veut les tirer d'un certain côté pour qu'ils, dans leur travail, ils ne cautionnent pas, par exemple, l'artificialisation du sol, dans le cas des naturalistes. De toute façon, ils ont toujours un rôle positif de notre côté. Enfin, c'est un problème de point de vue. De notre point de vue, ils peuvent avoir un rôle positif. Ah, ils doivent même avoir un rôle positif. Moi, je pense que même, enfin, Carlo ne mentira pas, ils ont un rôle définitivement important. Parce que, justement, enfin, sinon, on peut aussi dire que la bombe atomique, c'est bien, parce que ça fait travailler des gens, etc. Hein, c'est la même chose, exactement. C'est-à-dire, le capitalisme produit la bombe atomique, d'accord? Il n'y a pas de valeur d'usage positif. Le capitalisme n'est pas l'échange entre, enfin, le travail concret n'est pas l'échange entre l'homme et la nature. Ça, c'est une idée de Ricardo, enfin, c'est une idée pré-marxienne, c'est une idée du travail comme comme catégorie non historiquement déterminée, d'accord? Le travail dans le capitalisme, c'est du travail concret et du travail abstrait, mais le travail concret est asservi au travail abstrait. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Peut-être on prend, s'il y a d'autres questions, je ne sais pas exactement combien de temps on a, mais on prend plusieurs Un questions. peu, un peu. Allez-y, allez-y. Ouais, merci beaucoup. J'aurais plein de questions. Je vais peut-être en poser deux. La première, pour Léna, quand tu dis, bon, le problème, c'est que la grève, ça n'a pas trop de sens pour ces naturalistes en lutte des terres. Mais est-ce que cette question elle-même, elle présuppose que ce seraient des travailleurs en quelque sorte exploités par le capital, mais est-ce qu'ils sont pas plutôt... est-ce que même les travaux, les connaissances qu'ils produisent parfois pour les entreprises sont pas obligées par l'État de les commander? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une question purement empirique quoi que je te pose, mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment les penser comme des travailleurs qui produiraient quelque chose pour les capitalistes, quoi, tu vois? Et si c'est pas le cas, alors la question de la grève se pose même plus, quoi, tu vois? Donc, il faut penser. Et donc, c'est autrement que leur capacité d'action politique peut s'exprimer. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais ouais. Et voilà. Et la deuxième. Mais bon, pour le dire plus simplement, en fait, qui paye ces gens, quoi, dans l'ensemble. Tu vois, et donc, si c'est pas des salariés ou formellement ou informellement, effectivement, la question de la grève a moins de sens. Et puis alors, ma deuxième question, c'était pour Céline, merci pour l'intervention. Je me disais, tu disais, c'est intéressant que une voie de discussion possible entre l'écologie politique et l'opéraïsme, c'est la critique de la neutralité, de la technique, etc. Et je me demandais, est-ce que pour Negri en particulier, est-ce que pour toi, c'est un truc, tu vois, c'est un truc qui est fort, j'ai l'impression, dans les Quaderni Rossi, etc.
mais j'ai l'impression que c'est un peu plus disparu après chez Negri, qui a quand même l'idée que le développement des forces productives, c'est politiquement en tout cas positif, quoi. Genre Internet, c'est le communisme, quoi. Enfin, bon, je caricature, mais et si tu étais d'accord avec ça, est-ce que ça nous implique pas d'avoir une conception un peu ouais, différenciée de l'opéraïsme et de ce qu'on peut en faire ou pas d'un point de vue écolo, quoi. Donc, voilà, merci beaucoup. Français est plus dramatique de ton Ita Spanish, schizo, Ita, etc. Mais, Tony, l'antagonisme est affirmé tragiquement par Tony. Parce que l'antagonisme est devenu problématique au final des années 70. Francesco l'a dit ce matin. Nous avons la crise de la relation entre lutte, restructuration du capital et normes du développement. Dans cette crise, la relation est devenue séparation, dit Sandro. Et l'antagonisme est pas la relation dialectique, mais est encore et toujours une relation. La réponse de Tony est en termes de subjectivation autonome. Mais la relation entre autonomie, subjectivation et antagonisme est très problématique. La relation n'est plus le présupposé de l'antagonisme. Peut-être est la création, la production, l'invention d'une nouvelle forme d'antagonisme. Mais autonomie, antagonisme, ont une relation problématique. L'antagonisme est dans l'histoire de cette relation qui est devenue problématique au final des années 60, 70. Alors, Tony dit antagonisme, 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 mais c'est une relation tragique. Tony pense l'autonomie de la subjectivation. Et antagonisme et autonomie de la subjectivation n'est pas une relation pacifique. Comme la relation entre moi et les Français. Mais non, pas du tout. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je veux bien juste ajouter une question pour Albert. En fait, j'ai assez bien compris en quoi, dans la discussion entre Guattari et Negri, l'antagonisme posait problème. En quoi, comment Negri avait montré que l'antagonisme posait problème dans la pensée de Guattari. Mais est-ce que, à l'inverse, on peut dire que l'écosophie pose problème dans la pensée de Negri? Est-ce que c'est discuté dans le texte dont tu as parlé? Et qu'est-ce que ce serait donc, si tu peux développer aussi, qu'est-ce que ce serait l'écologie mentale de Negri, parce que j'ai pas très bien compris. Voilà. On commence, je vous cède la parole, et puis on fera un deuxième tour de questions s'il y en a d'autres ensuite. Alors, qu'est-ce que veut commencer? Léna, peut-être. Merci. Non, voilà. Alors, je vais répondre à un bout de la question parce que je pense que j'ai pas bien saisi, j'ai pas assez bien révisé mes concepts de travail abstrait concret. Donc cette partie-là, il faudrait qu'on rediscute, mais je vais pas. Mais en tout cas, pour ce qui est de les travailleurs de la reconnaissance et notamment ces travailleurs de la protection de la nature qui se retrouvent à être mis au travail par le capitalisme pour mis au travail, que leur travail c'est le consentement au développement. Ils ont bien un rôle ambigu depuis toujours, mais en fait, moi j'ai l'impression que
Et justement, il ne s'agit pas de s'en tenir à l'idée que, puisqu'ils ont un rôle ambigu, il s'agit de les forcer ou les amener à avoir un rôle non ambigu et à choisir un peu leur côté. Mais plus, moi, ce que j'ai de faire là, c'est de les aider à comprendre leur stratégie, à comprendre leur colère et les aider à trouver le chemin par eux-mêmes. Depuis ce qu'ils sont, depuis leur héritage, le chemin de leur subjectivation antagonique, sachant qu'ils sont très en colère en fait. Ils portent un héritage de domestication au capitalisme, et en même temps, ils sont très, eux, ils voient, je vous raconte même pas ce qu'ils m'arrive. Enfin, eux, ils voient à quel point c'est la catastrophe. Juste, je vous raconte pas les détails parce que c'est déprimant. Mais aussi, ce que j'ai pas eu le temps de vous raconter dans l'exposé, c'est comment justement ce mode d'organisation par la rencontre entre en gros des militants qui étaient déçus, des militants écolos qui jusqu'à maintenant étaient déçus vis-à-vis des naturalistes parce qu'ils pensaient que les naturalistes voulaient rester des scientifiques neutres, et des naturalistes qui étaient déçus vis-à-vis des écolos parce qu'ils pensaient que les écolos ne connaissaient rien aux terres qu'ils défendaient. Et en fait, là, c'est le lieu de la sortie d'une déception, et où du coup, non seulement ça peut réouvrir la porte à la politisation antagonique pour les naturalistes, mais aussi réouvrir pour nous, militants héritiers plutôt des luttes sociales, un chemin un peu de sortie du dualisme où on contient nos perceptions du monde et des rapports de force qui façonnent le monde dans le rapport des rapports et qui paye ces gens. Je vois plus la personne qui me posait la question, mais oui, c'est parce que c'est caché sous ta casquette. Alors, très, très concrètement, qui paye ces gens? Déjà, il y a plein d'activités bénévoles, complètement invisibles, ou payées par la gloire, quoi. Quand on siège au CNPN, je sais pas s'ils sont payés, mais c'est la classe qu'on soit bénévole ou pas. Et sinon, disons les associations, c'est-à-dire le monde de, vous voyez, LPO, etc. C'est pas mal, c'est un peu d'argent public et pas mal d'argent privé, une petite fondation. Fondation, ça marche plus. Mais là-bas. Et après, il y a aussi de l'argent public pour tout ce qui est plus les réserves ou le muséum d'histoire naturelle et tout ça. Et sinon, il y a tout, justement, un peu la sphère quand je disais néolibéralisation de la protection de la nature, qui c'est juste, en fait, il y a eu un moment des changements de modalité j'essaie de pas prendre trop longtemps, désolé. De modalités pour pouvoir respecter les lois environnementales, quoi, avec notamment, du coup, ces histoires de bureaux d'études où, en fait, c'est des boîtes privées qui justement fabriquent et fournissent les études d'impact environnemental qui sont donc commandées par les aménageurs. Et donc là, c'est clairement Vinci qui paye des naturalistes pour que les naturalistes fassent le point sur est-ce que Vinci va détruire ou pas. Donc là, effectivement, c'est à la fois le meilleur endroit en termes d'expérience de travail parce que c'est seulement eux qui font du terrain en gros. Donc c'est super pour apprendre à être naturaliste et pour vivre de sa passion, et en même temps, il bosse il bosse pour l'ennemi. C'est ça qui les fait devenir en colère, quoi. Ouais. Non, mais... Travailler en bureau d'études, c'est être corrompu. Et c'est eux qui le disent. Non, Pas fondamentalement. Je sais, ils travaillent sur le capital, mais enfin, même les ouvriers qui fabriquent les bombes, ils travaillent sur le capital, mais ce sont des sujets auxquels nous nous adressons quand même. Oui, non, mais je ne vois pas. Bien sûr qu'il faut arrêter le capital de l'autre. Enfin, je veux dire, c'est justement là qu'il faut qu'il émerge, je pense, une critique. Oui. c'est là, oui, là. Je veux dire, je dis empiriquement, la question est, sont-ils corrompus? C'est-à-dire, quand il faut le rapport final, il faut du bullshit, c'est-à-dire ce que Vinci attend, ou il faut un truc. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, peut-être Vous pouvez en parler après.
Il n'y a pas un désaccord entre vous deux. Elle dit qu'il se développe une conscience critique et toi, Juste en une phrase, je ne sais pas si vous avez entendu la question, mais en gros, les gens qui bossent en bureau d'études, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font des rapports pourris qui permettent à l'usine de se créer ou pas? En fait, ils sont dans ce balbutiement moral permanent, mais du coup, ce qu'ils font, certains, c'est de se dire, ça suffit pas, parce que la marge de manœuvre que j'ai dans mon travail en bureau d'études, ça ne suffit pas, je vais rejoindre les naturalistes. Voilà. Pour répondre à la question sur la technocritique dans l'opérisme, en effet, ça vient surtout de Panzieri, qui, si je me souviens bien, décède en 64. Et donc, mais la technocritique, elle vient des Quaderniers aussi. Elle continue un peu après, parce que dans les numéros des temps modernes que Gorz publie avec des textes opéralistes, il y a des textes, mais je peux vous dire les auteurs, hein, mais c'est des trucs. Finalement, c'est pas des noms qui nous ont été transmis par la tradition, etc. Vous pourrez aller regarder si vous voulez le numéro d'août-septembre 70, où il y a un article sur l'école capitaliste et la façon dont la formation détermine la force de travail. Il y a un article. C'est Centro di Coordinamento Campagno. Et ensuite, Guido Bolafi, Marcello Flores, Bruna Ingrao, Ugo Rufalo, Franco Russo, rapport sur l'école. Et ensuite, un texte sur les techniciens. c'est pas le Et un texte, non, mais dans la lignée, c'est assimilé quand même à l'Oda Continua et à Podere Operaio. Non, pas le futur non plus. D'autant que c'est pas le supérioriste. Mais, et ça, c'est sur l'école. Et il y a un Oh bon, mais technicien aussi. oui, oui. Donc, en effet, la technocritique, après Panzieri, peut-être que c'est plus la même place. Et en effet, alors, sur le rapport au numérique et à Internet comme la voie du communisme, puisque Gorz a aussi défendu, par exemple, les Fab Labs comme un outil pour reprendre du pouvoir sur la production et aussi sur les outils de production, en permettant de produire des petits outils de production à une échelle locale plutôt que par des pièces standardisées, même avec il y a certes le problème de l'imprimante 3D et d'où ça vient et comment c'est produit, mais il y avait l'idée que en effet, il y a eu une sorte d'utopie du numérique et de l'informatique. Et en même temps, il y a des textes de Gorz où il réaffirme que la technocritique doit s'appliquer à nouveau au numérique. Et qu'il ne s'agit pas de croire que ça va être un bon outil en soi, parce que le concept que Gorz développe aussi avec Ivan Illich, c'est la différence entre technique Carrefour et technique Verrou, et l'idée qu'il n'y a aucune technique qui est intrinsèquement émancipatrice. Il peut y avoir des techniques qui sont mises à disposition de projets émancipateurs si vous apprenez à construire votre éolienne pour votre jardin. Mais par contre, quand une méga entreprise met un champ d'éoliennes, c'est pas un usage émancipateur des énergies renouvelables parce que il y a une concentration du pouvoir économique dont découle une concentration du pouvoir politique. Donc Gorz garde ça, et ce qui l'intéresse dans le cas du numérique, c'est le fait de pouvoir détacher la connaissance de la matérialité et du coût de reproduction de la matière, à savoir de pouvoir télécharger des livres en libre accès sur Internet, etc. Enfin, on pourrait nuancer le libre accès, mais en tout cas en disant que la connaissance est détachée de son support matériel et que ce faisant, elle se diffuse plus facilement que quand vous avez besoin d'échanger de la matière. C'est là-dessus. Mais en effet, ça n'implique pas de dire que tout va venir de là. Et cet intérêt pour le Fab Lab, c'est un intérêt pour satisfaire nos besoins par des outils plus conviviaux que de repasser par une production standardisée de masse. Mais on a certes la question du coût écologique de l'imprimante 3D, de ce qu'on en fait. Et en même temps, dans les réflexions actuelles sur les low-tech, par exemple, vous avez plein de gens engagés dans ce mouvement qui disent que on perd du temps à faire du bricolage avec du matériau récupéré en déchetterie et que d'avoir des pièces standardisées pour penser à un low-tech à grande échelle, c'est quand même un peu plus efficace en termes d'énergie mise à la fois pour la production de la matière et des outils et aussi pour ses effets. Et c'était un peu l'idée de Gorz aussi, et c'est pour ça qu'il garde un idéal de production industrielle standardisée, mais qu'on minimise au plus bas possible, meilleure qualité possible, pour ne pas avoir besoin de mettre trop de temps, trop d'énergie, trop de ressources dans ces matériaux-là,
qui sont pourtant nécessaires à une échelle standardisée aussi. Et même les courants de la subsistance, de l'écoféminisme, etc., sur la question de l'industrie, c'est une grande question. Et reconnaissent parfois qu'on a quand même besoin d'outils standardisés, d'outils qu'on peut interchangeables, etc., pour satisfaire des besoins actuels. Et que le bricolage low-tech, il n'est pas forcément pensable à une grande échelle. Bon, je réponds plus sur Gors que sur Negri, mais en tout cas, c'était pour pointer que on peut trouver ce lien avec les critiques écologiques de la technique. On peut en trouver des sources dans une partie de l'opération, on va dire. Alors, la réponse de Gattari à Tony, je pense qu'il est à ce sujet aussi sur la deuxième question que j'avais posée, qui c'est avant la dernière de cet entretien. Encore, comment la résistance des singularités opprimées peut-elle devenir efficace? Comment, à partir de cette trois fondamentales de la singularité, comment, à partir de là, un processus de singularisation peut-il devenir antagoniste? Ça, c'est la question de Tonia. C'était les 90, non? Les années 90. Et Gattari répond, j'ai l'impression que tout traîne des pieds pour me faire parler. Tu sais aussi bien que moi qu'un processus de singularisation est une pure affirmation qui ignore l'antagonisme, l'oppression ou même tout simplement l'interaction. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très clair dans cette distance. Au-delà, je pense que c'était une obsession qui vient de ce que Jesus disait avant, en termes de cette relation qui s'était bien structurée, qui est bien structurée dans certaines subjectivités qu'on peut aussi voir dans ces jours-là, qu'on est ici, là, on est ensemble, mais on a des subjectivations différentes. On a des subjectivations stratifiées dans le monde où nous vivons. Et il y a des gens qui sont subjectifiés autour de la nécessité de l'antagonisme pour voir des choses. Et ça, il se voit aussi dans les discours théoriques, dans les débats théoriques. Et là, c'est pas la même manière de débattre forcément pour les nouvelles générations, je pense. Mais quand même, ça, en termes d'écologie mentale, qu'est-ce qu'il veut dire pour Tony? Ils disent, en rigolant, moi, je m'occupe pas de ces choses-là. Mais je pense que si on prend en sérieux ce qui était l'écologie mentale pour Gattari, où en partie énormément important est joué par les médias et par la possibilité de développer ce processus de singularisation qu'alors ils appellent post-médiatique, je pense qu'on peut voir de manière très simplifiée comment aussi avec nous, et on a fait plein de séminaires sur ça aussi dans les dernières 10-15 années, la manière de penser les médias même est des contre-médias. Et pas c'est pas par hasard que Gattari il parle des post-médiatiques dans ces cas-là. Après, oui, la relation de l'écosophie avec tout ça, c'est la bifurcation, je pense, des Gattari de tout ça. Ça veut dire la manière de dire là, avec cette schématisation qui, après avoir dit que trois niveaux, c'est pas assez, il faut au moins quatre plateaux, il retourne sur ça pour être bien clair sur le fait de construire des alternatives. Ils ont ces différents niveaux à jouer, mais qu'ils ne sont pas forcément basés sur le fait d'avoir des points, des agencements, des énonciations basées sur l'antagonisme, parce qu'il avait eu
il était ennuyé, je pense, de ça, et peut-être d'autres parties de la vie. Et ça n'a jamais été, pour ce que j'ai vu, la subjectivation de Tony, c'était très différent à ce sujet. Et j'essaie de me nourrir de ça et d'essayer à continuer à travailler aussi sur ça, mais je pense que dans certains cas, l'antagonisme, c'était pour Tony la lumière qui arrivait sur quelque chose pour les voir. Parce que dans les mouvements du climat, au moins a été comme ça. Ça veut dire, jusqu'au moment où les problèmes du climat, c'était évident, et lui, il savait très bien, mais il n'avait pas d'antagonisme là-bas, c'était pas les sujets ou n'importe quoi à regarder. Dans les moments où il y a l'antagonisme, là, on peut regarder, on peut faire, on peut construire. Et je pense qu'il y a une relation entre ces deux polarités qu'on doit essayer à reconstruire parce que c'est vrai qu'aussi à niveau, dans une économie qui est aussi une économie de l'attention, dans la scarcité de l'attention et dans je pense surtout aux médiatiques, mais dans une asymétrique manière de donner attention par l'eau, et les seules choses qui gagnent en attention générale, ils sont des antagonismes et des polarisations énormes. Mais là, c'est où on doit mettre les alternatives, la construction qui reprendre des formes, de réinventer totalement la médiation, que je pense que c'est les conseils sur lesquels Giso est en train de bien travailler mieux que moi. Alors, je crois que s'il y a une dernière question, on la prend. Et sinon, on clôt. Oh, un commentaire, ça va. Juste un mot sur la question de l'antagonisme. Je crois que tu as dit presque tout, mais en retournant à la question des années 80, dans Fabbrica del Soggetto, la question de l'écologie est présente et Tony parle d'une Umwelt d'antagonisme. Umwelt, c'est le mot allemand pour l'environnement. Hein. Donc, c'est cette dimension immédiatement antagoniste de l'être, c'est cette question. C'est pas une exigence éthique ou non, une forçage des nouveaux mouvements. C'est-à-dire que la maturité d'un mouvement, c'est quand les mouvements découvrent la dimension des sous-fonctions réelles. Par exemple, dans Empire, je ne sais pas s'il y a Michael ici, il parlait déjà de l'intellectualisation de la vie paysanne, hein, du fait que c'est la question des semences, la question de l'utilisation de l'informatique, le fait qu'il faut se défendre de grosses compagnies, etc., ça devient immédiatement antagoniste autour de savoir, autour de la technique, etc. Donc, je crois que ça, c'est le problème, Alberto l'a expliqué très bien. Et puis, je crois que du point de vue de la aussi négri-guattarien, les problèmes de l'écologie, c'est la question comment dire, hors mesure, non? De l'excellence, de l'excédence. C'est-à-dire que jusqu'à les tout derniers rapports de IPCC, non? De l'Institut du panel sur le changement climatique, non? Et donc, l'utilisation des modèles non linéaires, du tipping point, des catastrophes, etc., il y a cette dimension de hors mesure, d'incertitude, des dangers, etc. Et là, c'est une question, et l'autre, c'est les machines. La question fondamentale pour les opéraïstes, et donc pour Tony, c'est il fragmente sur les machines, que si Gors reprend. Non? General Intel, c'est un mot qui
qui apparaît là, disons, magique, non, de Marx et qui est bien utilisé par toutes les générations de Paris. Donc, la question des machines, et c'est Guattari qui pose la question que c'est tout. Il y a machines partout, dans la biologie, les systèmes thermodynamiques, ce sont des machines, et les problèmes de quelques générations d'écologisme ou bien des mouvements paysans, c'est cette question du déséquilibre, non? Du hors mesure, de la restauration. Et c'est clair, je crois que ça, c'est le moment devant le réchauffement, devant la catastrophe, devant le tipping point, où la question de l'antagonisme dans ces sens se pose urgemment. Parce que c'est l'antagonisme entre la vie et le capitalisme de ce point de vue. Mais aussi la question de la réappropriation et la réinvention de toutes sortes de machines, techniques, non techniques, etc., et des rapports de subjectivation entre machines. Je crois que c'est un moment d'énorme maturation pour cette, disons, conversation entre l'environnementalisme, l'écologie et la pensée détoniste. Très bien, ben merci, ce sera le mot de la fin. Voilà, c'est le mot de la fin. Là, on a 5 minutes de pause et on reprend. OK. Merci. Merci à tous. Ah, no, ma stai postando pure su Facebook? Sì, sto postando delle foto, però